Chapitre 5. Bagarre dans la rue. Israël et moi devinrent inséparables, dès le début. 3 soirs, après mon initiation, il vint me voir chez moi pour me dire qu'une bagarre se préparait avec les évêques. Je pensai immédiatement, enfin une occasion d'employer mon revolver, une occasion de me battre. Je me sentais mes cheveux se dresser sur ma tête en l'écoutant exposer son plan. Les Mao devaient se réunir dans le parc de Washington, près de Kalb. Nous n'avions rendez-vous que vers 21h et notre conseiller de guerre avait déjà pris contact avec le conseiller de guerre des évêques, un gang de noirs, et ils avaient décidé du lieu, de l'heure, 22h, sur la place de jeu, derrière le commissariat de police numéro 67. Israël me dit « Prends ton revolver. Tous les autres types ont des armes. » Quelques-uns ont fabriqué leur propre carabine et Hector, lui, a un fusil de chasse. Nous allons donner une leçon à ces évêques. S'il nous faut tuer, nous tuerons. Et si nous sommes battus, nous irons jusqu'au bout. Nous sommes des Mao, un peuple. Les Mao d'Afrique boivent le sang, mon ami, et nous sommes comme eux. Le gang était déjà rassemblé à 20h30. Lorsque j'arrivai dans le parc, ils avaient caché leurs armes dans les arbres, dans les hautes herbes, craignant une visite de la police. Mais ce soir-là, il n'y avait pas de policiers en vue. Israël et Carlos donnaient des ordres. À 22h, quelques-uns portaient des fusils. La plupart avaient des couteaux et un petit nombre des battes de baseball, des bâtons, des clous à leur extrémité, des massues de leur propre fabrication. D'autres tenaient des bicyclettes qu'ils lançaient à la tête de quelqu'un pour que cela devienne une arme terrible. Carlos avait une baïonnette longue de 2 pieds et Hector brandissait son fusil de chasse. Une partie de gosses devait franchir 200 mètres environ et se retrancher derrière le terrain de l'école à l'avenue du parc pour empêcher la fuite des évêques. Ils devaient attendre là jusqu'au moment où le combat serait engagé, après quoi ils les attaqueraient par derrière. Nous qui restions entrerions dans la bataille sur le côté de l'école qui donne sur la rue Saint-Édouard pour faire battre en retraite les évêques qui attendaient par notre arrière-garde et qui pourraient leur couper la route. Nous nous mouvions silencieusement, retirant nos armes de leur cachette tout en marchant. Et Tico souriait. « Et toi, Niki, tu as la frousse ?»« Pas du tout, mon vieux. C'est ce que je désirais, je lui répondis en ouvrant ma veste pour lui montrer mon revolver. « Combien de balles as-tu dans ce truc ?» demanda-t-il. « C'est plein, mon pote. 5 balles. » Tico, sifflant doucement, me dit « Pas mal. Tu vas descendre à coup sûr sur un de ces bâtards de couleur ce soir. Moi, j'en reste à ma lame. » Nous nous séparâmes en petits groupes pour passer à pas de loup devant le commissariat de police qui est à l'angle de la rue Auburn et Saint-Édouard, et nous renformâmes les rangs derrière l'école de Carlos en attendant le signal de l'attaque. Nous contournâmes le bâtiment scolaire et entrâmes sur la place de jeu. Les évêques nous y attendaient. Nous poussâmes notre cri de guerre « Yeah, yeah, tuons-les, attrapons-les !» tout en envahissant le terrain, et nous traversâmes en courant l'espace libre qui séparait les deux gangs. Je me plaçai derrière le groupe en tirant le revolver de ma ceinture. Israël s'écarta sur le côté, balançant sa batte de baseball. Les gosses fourmillaient autour de moi, criant blasphémement et en se battant les uns avec les autres. Il devait bien y avoir 200 garçons sur les terrains de jeu, mais il faisait noir et il faisait difficile de savoir à quelle bande appartenaient les combattants. Je vis Hector traverser en courant un emplacement de baseball, quelqu'un qui arrivait contre lui, tenant un couvercle de poubelle. Hector tomba à la renverse, son fusil de chasse fonctionna en même instant dans une pétarade terrifiante. Un garçon de couleur près de lui tomba lourdement sur la face. Le sang coulait d'une blessure à la tête. Je courus vers lui et remuai du pied son corps. Il était pareil à un sac de blé. Soudain, je fus violemment poussé par derrière et envoyé tout le long du ciment sur le corps. J'étendis les mains en avant pour amortir ma chute et je sentis de la peau de mes pommes
arrachée et broyée comme une meule. Je me retournai pour voir qui m'avait poussé et je n'eus pas le temps de baisser la tête pour éviter une batte de baseball qui se brisa en morceaux sur le béton à 2 pas de moi. Un coup direct m'aurait certainement tué. Un grand cri s'éleva du gang des Mao Mao quand les nôtres se mirent à attaquer à l'arrière. « Mettez-leur le feu! Mettez-leur le feu !» En chancelant, je me remis sur pied au moment où les évêques, dans le plus grand désordre, commençaient à fuir par les allées qui donnaient Saint-Édouard. Israël était de mon côté en me criant « Tire sur lui, Niki! Tire sur lui !» Il m'indiquait un petit garçon qui essayait de fuir, blessé. Il courait en boitant. Je me dirigeais mon arme vers la silhouette chancelante, visée et appuyée sur la détente. Le coup partit, mais le gosse courait toujours. Je repris le revolver à 2 mains et je pressai encore une fois la gâchette. « Tu l'as eu? Tu l'as eu, Niki? Tu l'as eu !» Le petit garçon tomba en avant sous l'impact de la balle qui l'avait atteint à la hanche. Il rampait encore lorsque Israël me saisit le bras et cria « Filons, vieux, voici la police !» Nous entendions, en effet, les coups de sifflet et des cris devant l'école. Les flics commençaient à encercler les évêques qui cherchaient à s'échapper par toutes les allées. Nous partîmes en courant par la direction opposée à travers le terrain de l'école. Je jetai un coup d'œil derrière moi, tout en enjambant une clôture de chêne. Et dans l'obscurité, je pus voir 3 adolescents immobiles sur le sol et plusieurs autres assis et blessés. La bataille n'avait pas duré plus de 10 minutes. Nous passâmes en courant devant 6 ou 7 blocs de maisons, jusqu'à ce que, essoufflés, nous discutions pour nous arrêter. Carlos et 2 autres garçons nous rattrapâmes et nous sautâmes dans une fosse de drainage derrière un garage. Israël ne pouvait pas respirer. Il riait tellement qu'il était essoufflé et qu'il l'étouffait presque. « Avez-vous vu cet idiot de Niki ?» dit-il en haletant, un vrai cow-boy de cinéma. Il tirait des coups de revolver en l'air. Les autres recherchaient leur souffle et riaient également, et je fis comme eux. Nous étions étendus au fond de la fosse et nous nous secouions si fort que nos côtes nous faisaient mal. Israël respira fortement et pointa son index en l'air en criant « Bang, bang, bang !» et repartit de plus belle pour une frénésie de fou rire. Nous tenions nos ventres à 2 mains et nous nous roulions dans la fosse, nous tordant de rire. Je me sentais si bien. J'avais vu le sang couler. Jamais auparavant je n'avais connu ce sentiment d'appartenance que j'exprimais avec ces garçons dans ce trou. Nous formions presque une famille et pour la première fois de ma vie, je savais que l'on avait besoin de moi. Israël se retourna et entoura mes épaules de son bras. « Tu es épatant, Niki. Voilà longtemps que je cherche quelqu'un comme toi. Nous sommes de la même race. Nous sommes fous, tous les 2. » De nouveau, nous éclatâmes de rire, et au fond de moi-même, je préférais être fou et entouré que normal et toujours solitaire. « Et si nous allions boire quelque chose, dit Carlos, encore tout excité, qui a de l'argent, qui a de l'argent. Personne n'en avait. Je m'écriai, je vais aller en chercher. Israël demanda, mais que vas-tu faire? En voler à quelqu'un? Exactement. Tu peux venir avec moi si tu veux. Israël me donna un coup de poing. Tu es formidable, Niki. Tu n'as ni cœur ni sentiment. Tout ce que tu veux, c'est te battre. Allons-y, nous t'accompagnons. Je regardais Carlos, qui était supposé être le chef. Il s'était levé pour nous suivre. Ce fut pour moi la première indication que les garçons étaient prêts à obéir au type le plus misérable, le plus assoiffé de sang et le plus courageux. Nous sortîmes de la fosse et traversâmes le courant de la rue pour nous engager dans les ténèbres d'une impasse. À l'angle, la lumière brillait dans une sorte de restaurant ouvert toute la nuit. Je fus le premier à y pénétrer. 3 personnes se trouvaient dans la taverne. 2 d'entre elles, un homme et une femme, étaient de l'autre côté du comptoir. Et un vieillard venait de quitter son tabouret et payait son repas. J'allai droit vers lui et le poussai. Il se retourna surpris et effrayé. Ses lèvres tremblèrent quand il entendit le clic de mon couteau et vit la lame que j'appuyais contre son ventre. « Allons, vieux, donne ici !» lui dis-je, en lui signalant de la tête les billets qu'il tenait dans la main.
L'homme derrière le comptoir fit un mouvement vers l'appareil de téléphone fixé au mur. Israël ouvrit aussitôt son poignard et saisit le restaurateur par le haut du tablier, le tirant violemment à lui et lui dit « Tu ne veux pourtant pas mourir ou bien ?» J'entendis la femme halter et la vis mettre sa main sur sa bouche pour étouffer son cri. Israël repoussa l'homme en arrière vers une caisse et arracha le téléphone au mur. En riant, il dit « Tu ne veux pas faire des embarras, bonhomme ? Tiens, dit-il, minaudant, et en lui tendant le récepteur. Appelle-les. L'homme interloqué prit l'appareil et le tint par le cordon. Dépêche-toi, vieux. Je ne peux pas attendre toute la nuit ici. Je me suis, dit-il en moquant. Je suis un vieillard. Sa main vers moi et je vais lui arracher les billets. C'est tout ce que tu as, lui demandai-je. Il essaya de me répondre, mais aucun son ne sortait de ses lèvres agitées et ses pupilles commencèrent à disparaître dans leur orbite. De la salive apparut au coin de ses lèvres alors qu'il poussait d'étranges petits gémissements. « Sortons d'ici, dit l'un des garçons. » Carlos tourna la clé de la pièce et s'empara de tous les billets pendant que nous retirions vers la porte. Le vieillard s'affala sur le plancher, tenant sa poitrine et ses deux mains en laissant échapper sa bouche des gloussements bizarres. « Attendez !» cria Israël. Alors qu'il ramassait d'une poignée de main dans la caisse, les pièces roulèrent sur le sol. Ne quittez jamais une buvette sans donner un pourboire. Nous nous tordions de rire et l'homme et la femme étaient encore blottis à l'extrémité du comptoir. Le vieillard était à genoux par terre plié en deux et je saisis une lourde boîte de sucre et la lançai contre la vitrine. « Mais tu es fou !» me cria Carlos. Et nous partîmes en courant tout au long de la rue. « Ça va amener ici des flics de Brooklyn. Courons, courons !» 2 mois plus tard, Carlos fut arrêté par la police et condamné à 6 mois de prison. Nous eûmes ce soir-là une grande, importante rencontre dans l'auditorium derrière le commissariat de la police numéro 67. Personne ne devait occuper l'école après les heures de classe, mais nous avions fait un arrangement avec Firpo, le vice-président du gang. Les chapelains, dont le père était le concierge du bâtiment scolaire, il nous laissait la grande salle pour y tenir nos assemblées, parce qu'il avait peur de son fils. Israël fut désigné comme président et je fus élu vice-président à l'unanimité. Après la séance, une surboom fut organisée dans le sous-sol de l'école. Un grand nombre de filles y assistaient et un des garçons me présenta sa sœur, Lydia. Longtemps, nous restâmes là, fumant de la marijuana, buvant du vin, bon marché et assis dans les escaliers, caressant nos petites amies, tandis que d'autres dansaient au son du tourne-disque. La cage d'escalier était fermée par un lourd treillis de fer et des couples montèrent dans les étages pour profiter de l'obscurité. Je pris Lydia par la main. « Sortons, lui dis-je. » Dehors, elle se serra contre moi. « Je suis à toi pour toujours, Nikki. Je serai à toi toutes les fois où tu voudras. » Nous descendîmes jusqu'au parc de Washington, mais il n'y avait aucune possibilité d'intimité. Finalement, je poussai Lydia par-dessus la chaîne qui servait de clôture et elle tomba dans l'herbe, de l'autre côté en riant. Je la suivis et nous nous étendîmes l'un à côté de l'autre. Elle riait nerveusement tandis que je la caressais, mais soudain, j'eus l'impression que quelqu'un nous observait. Je regardai vers le bâtiment qui se dressait de l'autre côté de la rue et j'aperçus les visages de dizaines de jeunes filles du foyer d'infirmières qui nous regardaient. C'était un peu comme si nous nous aimions sur la scène d'un théâtre. Je me levai et Lydia me demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» À mi-voix, je lui répondis « Regarde là-haut, toute la cité maudite nous observe. » « Qu'est-ce que ça peut faire ?» Et Lydia, riant toujours, me tirant vers elle dans l'herbe. Par la suite, nous nous retrouvâmes bien souvent, des fois, dans le parc, complètement indifférents aux visages curieux, derrière les vitres, et aux autres couples qui se trouvaient non loin de nous dans les prés. Les 4 mois qui suivirent furent remplis de bagarres, de vols et d'autres activités de ce genre, et la police m'arrêta 5 fois, mais ne put jamais réunir assez de preuves contre moi. Je m'en tirais toujours avec un avertissement, et les membres du gang m'avaient adopté et me respectaient. Je n'avais peur de rien, et j'étais tout aussi prêt à me bagarrer en plein jour
que sous le couvert de l'obscurité. Personne parmi nous n'avait une auto. Si nous devions nous déplacer, nous prenions le métro ou nous volions une voiture. Je ne savais pas conduire, mais un soir, Mani Durango vint me dire « Volons une voiture et faisons le tour du pâté de maison. » « As-tu déjà choisi ?» lui demandai-je. « Oui, mon pote, elle est juste à l'angle de la rue. C'est une beauté et un idiot y a laissé ses clés. » J'allai avec lui et en effet, elle était en face d'une Chevrolet et d'une maison locative. Mani avait raison. Elle était belle, c'était une convertible et le toit était ouvert. Nous sautâmes à l'intérieur et Mani saisit au volant. Je pris place à côté de lui, je fumai une cigarette, secouai les cendres par-dessus la porte, tournant le volant à gauche et à droite, imitant avec sa bouche le bruit des pneus grinçants d'un moteur de course. Vroom, vroom, vroom. Je me dis à rire, alors Mani, peux-tu vraiment conduire cette voiture ? Bien sûr, mon gars, regarde. Il tourna la clé de contact et la voiture prit vie en un instant. En rugissant, il embraya, mit la marche arrière et posa lourdement son pied sur l'accélérateur. L'auto s'écrasa contre un camion à l'arrêt et nous entendîmes le tintement des vitres brisées. « Hé, mon vieux, lui dis-je en riant encore, tu es vraiment un bon conducteur. Tu sais comment manier ce truc ? Voyons maintenant comment tu fais pour démarrer. » Mani remit en marche la voiture et je me rendis compte brusquement qu'elle allait de l'avant et qu'elle heurta violemment un autre véhicule en stationnement. On entendit le fracas du choc et une fois de plus le bruit de verre cassé. Nous étions si amusés par nos exploits que nous ne vîmes pas un homme sortir de la maison et courir vers nous. Il nous interpella. « Laissez ma voiture, sale portoricain !» Il essaya de m'extraire de mon siège, Mani le fit reculer et l'homme perdit l'équilibre, fut entraîné malgré lui. Je pris une bouteille de Coca-Cola qui traînait et là, je lui frappai la tête et puis la main du propriétaire, désespérément agrippé à la porte. Il hurla de douleur. Mani fit avancer la voiture et nous nous élançâmes dans la rue à toute vitesse. J'étais affaissé sur le siège arrière, riant toujours. Je jetai la bouteille sur le trottoir en passant et nous l'entendîmes voler en éclats. Alors, nous nous éloignions rapidement. Mani ne savait pas conduire. Il tourna au coin de la rue, s'engagea du mauvais côté de l'avenue du Parc et nous évitâmes de justesse 2 voitures. La troisième monta sur le trottoir en klaxonnant, essayant d'empêcher une collision. Nous continuions à rire et Mani traversa une station-service et s'engagea dans une rue secondaire. « Mettons le feu à cette voiture, dit-il excédé. « Non, mon vieux, c'est une magnifique auto. Gardons-la, viens. Nous allons la montrer aux filles. » Mais Mani ne trouva dans l'impossibilité de retourner et finalement la voiture s'emboutit avec nous sur un camion arrêté à un feu rouge. Nous sautâmes et partîmes en courant le long du trottoir, abandonnant ainsi le véhicule cabossé, écrasé par le poids d'un poids lourd. Mani était un compagnon selon mon cœur. Si j'avais pu prévoir l'horrible sort qui l'attendait, je n'y croirais pas. La presse rapportait quotidiennement des histoires d'agressions, d'assassinats, de courts métros, d'impasses, de corridors malfamés, de maisons de location et autre chose. Et chaque nuit, des désordres et des émeutes se produisaient. Un soir, Tony et 4 autres types attaquèrent une femme qui entrait chez elle et ils la traînèrent dans le parc où tous abusèrent d'elle par 2 fois. Tony essaya de l'étouffer avec sa ceinture. Plus tard, la femme l'identifia et il fut condamné à 12 ans de prison. La direction de l'école technique de Brooklyn fit poser de lourds et solides grillages sur toutes les portes et les fenêtres du bâtiment jusqu'au 5e furent recouvertes d'un treillis de fils de fer et de nombreux commerçants se procuraient des chiens policiers et les enchaînaient pour la nuit à leurs magasins. Le gang était mieux organisé et de nouvelles bandes se formaient sans cesse. Dans notre quartier, seulement 3 nouveaux groupes avaient surgi. Les Scorpions, les Viçois et les Quintos.
Nous découvrirons bientôt que la loi de la cité new-yorkaise défendait un agent de police de fouiller une fille. Par conséquent, nous leur laissions le soin de porter nos armes, nos couteaux, jusqu'au moment où nous en avions besoin. Comme ça, si un agent s'arrêtait près de nous pour nous fouiller, les filles restaient en arrière et criaient. « Hé, sale flic, laisse-nous tranquilles. Il n'a rien sur lui, il est propre. Pourquoi veux-tu faire ça? Pourquoi ne viens-tu pas me palper moi? Je te ferai mettre ta propre geôle. Hé, flic, tu n'oses pas me toucher? Viens donc. » Nous avions appris à faire une espèce de lancement et à employer des balles de 22 mm en utilisant une antenne radio et les éléments d'une serrure ordinaire. Ces armes exposaient parfois entre les mains d'un garçon ou un retour de flamme en grande quantité et nous les vendions au nombre d'autres bandes, sachant bien que si l'occasion se présentait, ils ne manqueraient pas de s'en servir contre nous. Le 4 juillet de cette année-là, tous les gangs se rassemblèrent à Coney Island. Les journaux estimèrent le plus grand nombre à 8000 adolescents. Aucun d'entre eux ne paya son billet d'entrée, ni les transports publics, et ils poussaient en masse pour franchir les grilles et les personnes n'osaient pas s'opposer à eux. Le 1er août, Israël fut arrêté par la police. Quand il sortit de prison, il nous informa que sa situation était grave et qu'il désirait rester à l'écart jusqu'à ce que la chose s'arrange un peu pour lui. Nous fûmes d'accord et le gang m'élut président à sa place et m'annonça, une fois Israël présent, qu'il continuerait à défendre toute la cause en tant que vice-président, jusqu'à ce que tout s'apaise. J'avais fait partie de la bande pendant 6 mois lorsque je fus enfin élu président et je dus prendre en charge. Peu après, mon frère Louis, qui habitait dans le Bronx, vint me voir pour me supplier d'aller vivre avec lui. Il avait appris par les journaux de New York les difficultés que j'avais eues avec la police. « Nikki, tu joues avec ta vie et c'est très dangereux, on finira par te tuer. » Il me dit que sa femme et lui avaient longuement parlé ensemble à ce sujet et que tous les deux désiraient que je m'installe chez eux. Je me moquais de lui. Personne ne m'avait jamais désiré. Comment êtes-vous arrivé à cette discussion et à cette décision? Ce n'est pas ça. Nikki me dit, Louis, nous t'aimons. Franck, Jen, nous désirons t'avoir près de nous. Mais toi, tu dois consentir à te fixer quelque part, à faire quelque chose de positif. Écoute, lui répondis-je, personne ne s'intéresse à moi. Ce ne sont que des histoires, ni toi, ni Jen, ni Franck, ni papa, ni maman. Tais-toi, m'interrompit Louis. Papa et maman t'aiment, vraiment. Et pourquoi m'ont-ils éloigné de la maison? Comment expliques-tu leur attitude à mon égard? Ils se sont séparés de toi parce qu'ils ne pouvaient plus dans ta façon de faire. Tu vis comme un sauvage. Tu es toujours en train de fuir quelque chose. Ah oui? Peut-être que je cherche à vous échapper à vous, espèce d'hypocrite. Écoute, combien de fois papa a-t-il pris la peine de s'asseoir pour parler avec moi? Une fois. Une seule fois, il s'est assis et a conversé avec moi. Et c'est tout. Mon vieux, il ne m'a jamais rien raconté, à part cette histoire d'oiseau stupide. Une fois et c'est tout. Ne me dis pas qu'il m'aime. Il n'a jamais eu le temps pour personne, mais seulement pour lui-même. Louis se leva et arpenta la chambre. Nikki, tu ne peux pas être raisonnable pour une fois? Pourquoi j'irai chez vous? Tu m'obligeras à retourner à l'école, comme le voulait Franck. Tout ce que je veux, moi, il me le faut ici. J'ai 200 garçons qui font ce que je leur demande et 75 filles au choix qui sont pour moi à chaque fois que je le désire. Ils me donnent de l'argent dont j'ai besoin, ils m'aident à payer mon loyer, même la police a peur de moi. Alors pourquoi irais-je chez toi? Ma famille, c'est le gang et c'est tout ce qu'il me faut. Louis s'assit sur le bord de mon lit, essayant jusque tard dans la nuit de me convaincre qu'un jour, tout cela changerait. Il me dit que si l'on ne me tuait pas, on ne me mettait pas en prison, et que le jour viendrait que je serais obligée de travailler ou j'aurais besoin d'instruction. Je lui demandais d'oublier tout cela, et j'avais une bonne affaire en main, je n'étais pas disposée à y renoncer. Le lendemain,
dans l'après-midi, je me trouvais seule dans ma chambre et la peur que j'avais su cacher avec tant d'astuces s'empara de moi. J'étais étendue sur mon lit et je bus du vin au point de ne pouvoir presque plus me lever. Cette nuit-là, je dormais tout habillée, mais je n'étais pas préparée à ce qui m'attendait. Des cauchemars horribles, à vous glacer le sang. Je rêvais de papa, je le voyais enchaîné dans une caverne. Il avait des dents comme celles d'un loup et son corps était couvert de poils galeux. Il aboyait pitoyablement. J'avais voulu l'approcher, le caresser et je craignais qu'il ne me morde. Et puis, il y avait des oiseaux. Le visage de Louis apparaissait et disparaissait devant moi. Mon frère était assis sur le dos de l'un d'eux, fuyant. Tout à coup, je fus assaillie par des millions de volatiles virevoltants qui déchiraient la chair et m'arrachaient les yeux. Et chaque fois que je m'apprêtais à m'en libérer ou que j'y parvenais, je voyais Louis et l'oiseau passant à tire-d'aile à travers l'immensité et se dirigeant vers quelques libertés inconnues. Je m'éveillai en poussant des cris perçants. « Je n'ai pas peur! Je n'ai pas peur !» Mais quand je retombais dans le sommeil, je voyais dans l'obscurité papa enchaîné et les oiseaux s'assembler pour m'attaquer de nouveau. Pendant plus de 2 ans, je fus terrifiée à la pensée de m'endormir, car chaque fois que je sommeillais, des horribles cauchemars réapparaissaient. Je pensais à mon père et désirais qu'il vienne à New York, qu'il me délivre de mes démons. J'étais possédée, un sentiment de culpabilité, de terreur. La nuit, je restais sur mon lit, luttant contre le sommeil et me répétant sans cesse « Rien à faire, je n'ai pas peur. Aucune manière d'en sortir, aucune manière. » Seules les activités du gang me protégeaient contre cette folie totale à venir.